Mesdames et messieurs, on est ravis une fois de plus de vous accueillir dans ce webinaire sur un sujet un peu particulier qui est celui de la zone de confort. La zone de confort des personnes que l'on peut accompagner, des habitants, mais aussi sa propre zone de confort en tant qu'intervenant. Le projet Interreg est un projet donc européen développé sur la zone transfrontalière entre le nord de la France et la Wallonie en Belgique. Et c'est un projet qui s'appelle Habitat Défi Jeunes et que nous menons déjà depuis 2018, qui consiste à réfléchir à mais comment faire pour aider, soutenir les jeunes qui passent les frontières, qui peuvent se retrouver un petit peu dans l'inconnu quand ils sont de l'autre côté, et peut-être aussi parfois à aider des jeunes à faire le pas, c'est-à-dire ceux qui voudraient aller voir ce qui se passe ailleurs, qui voudraient peut-être du coup sortir de leur zone de confort territoriale pour aller voir ce qui se passe dans l'autre zone, que ce soit en France pour les Wallons, que ce soit en Wallonie pour les Français. Et du coup, voilà, c'est un projet qui est soutenu donc les fonds européens de développement régional, mais également par la MEL Métropole et par la région Wallonne. Et ce programme s'articule autour de 3 modules de travail. Un module appelé formation, où les écoles sociales, l'ISL en France et la LA en Wallonie, ont décidé de créer un module de formation transfrontalier. Un module emploi où on essaye de voir comment est-ce qu'on peut créer un cluster économique à partir de structures qui font de l'hébergement pour jeunes et donc faire en sorte que ces jeunes en difficulté qui sont hébergés dans ces structures retournent vers la formation, de l'emploi, tout en développant un produit tout à fait innovant, design et avec des matériaux de réemploi. Et enfin, module mobilité où on propose de réaliser un outil numérique qui va donc servir à ces jeunes Français, ces jeunes Françaises, Wallons, Wallonnes, à passer les frontières et une fois qu'elles ont passé la frontière, se repérer en matière de droit social, de logement, d'emploi, de formation, de job, etc., etc. Voilà, ça c'est pour le projet Interreg. Et donc, je te cède la parole, Marie-Ange, pour nous présenter l'orateur du jour. Voilà, alors Sylvain, Sylvia, puisqu'on parle de la formation, Sylvain, eh bien, nous nous sommes rencontrés en formation, toi et moi, en formation de coaching. Voilà, alors peut-être pour te présenter de façon brève, et tu compléteras sans doute un peu cette présentation. Je pense que tu as toujours été intéressé par l'humain, la découverte de son mode de fonctionnement, que tu t'es toi-même formé à différentes approches, tant psychologiques, psychanalytiques, systémiques, psychocorporelles, etc. Et qui a à travers ça vraiment une curiosité pour l'humain et son mode de fonctionnement. Professionnellement, tu es toujours, et c'est quand même au cœur de notre sujet du jour dans ce webinaire, toi-même intervenant social et en relation dans ta vie professionnelle avec un public jeune. Voilà, donc je pense que les deux pôles, donc ceux qui nous intéressent, nous, et ceux qui t'intéressent, toi, se rejoignent complètement et c'est aussi ça qui m'a amené à demander, à te solliciter pour ce webinaire d'aujourd'hui. Et donc, voilà, n'hésite pas à poursuivre cette petite présentation si tu le souhaites et puis à prendre la parole sur la question de la zone de confort et de tout ce qu'elle révèle, et elle va nous amener à faire du chemin avec nous-mêmes d'abord et puis dans l'accompagnement du public avec lequel on travaille tant les uns que les autres dans nos lieux d'investissement respectifs. La parole est à toi, Sylvain. Merci Marie-Ange, merci à l'équipe. Donc effectivement, ça fait un bon bout de temps que je travaille. Pour le moment, je travaille dans le secteur de l'aide à la jeunesse. J'ai travaillé à plusieurs endroits dans le secteur de l'aide à la jeunesse et ça fait une quinzaine d'années que je travaille avec des jeunes. Et c'est sûr que on n'est pas toujours dans sa zone de confort avec les jeunes. Et c'est vrai que parallèlement à ça, j'aime beaucoup partager du contenu, j'aime beaucoup partager, faire de la formation, du coaching. C'est comme ça qu'on s'est effectivement rencontrés. Et
et notamment, je partage du contenu sur YouTube, sur Instagram, sur des domaines comme ceux-ci. Et c'est là que Marie-Ange est venue me chercher par rapport en me demandant, tiens, est-ce que tu n'as pas fait à un certain moment quelque chose sur la zone de confort? Et oui, j'avais fait quelque chose et notamment, ça vient de mon expérience. Mais d'abord, je voulais savoir si vous êtes tous confortablement installés. Et ben justement, aujourd'hui, sur la dia suivante, vous le verrez, on va en sortir de ça. On va essayer d'éviter d'être confortablement installé et on va traiter de pourquoi on doit éviter ça, de comment on va pouvoir sortir de cette zone de confort et surtout, pourquoi on doit le faire en tant qu'intervenant. Et ça, on va y venir. Mais avant de commencer, je vais vous parler un tout petit peu de moi pour un petit peu situer aussi cette sortie de la zone de confort dans quelque chose qui est aussi personnel. Parce que je pense que ce n'est pas juste l'intervenant qui sort de la zone de confort, c'est nous en tant que personne. Et après, ça nous sert en tant qu'intervenant. Donc moi, pour décrire un petit peu mes premières expériences de sortie de la zone de confort, mon père a toujours été occupé, très occupé. Donc, comme beaucoup de jeunes de mon époque, j'ai été élevé par ma mère. C'était assez confortable, hein. Et de surcroît, j'avais mes grands-parents qui m'élevaient également et qui ne sont pas du tout faits pour ça. C'est-à-dire que j'étais beaucoup chez mes grands-parents. Les grands-parents, c'est évidemment pas fait pour nous élever, et donc ils nous mettent fortement dans une zone de confort. Je faisais exactement ce que je voulais. Et un exemple très parlant de cette époque, c'est que un jour, mon père, qui certainement pour se faire pardonner de ne pas être souvent présent, m'offre une mobilette assez extraordinaire. Et cette mobilette, je m'en souviendrai toujours, elle est rouge, elle est chromée, sauf que je ne peux pas aller dessus parce qu'il faut le permis. Et donc, qu'est-ce que je fais? Bien évidemment, je prends la mobilette et je sors avec. Et la première chose qui m'arrive, c'est je me fais alpagué par la police, ramené chez moi, où il y avait justement ma mère et mon grand-père. Mon grand-père essaye de couvrir par tous les moyens, ça ne marche pas. Et à la suite de ça, tout ce qu'un jeune aurait normalement dû faire, c'est affronter ce qu'il vient de faire et assumer son erreur. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. J'ai effectivement été cité au tribunal pour cette bêtise. Et c'est un avocat, moi j'étais assis dans la salle, c'est un avocat qui s'est levé pour moi, qui a été payé par mon grand-père, qui a tout dit. Moi, j'ai rien eu à faire, je suis sorti de là, j'étais très content, il y avait un non-lieu. Et j'ai juste passé mon permis par la suite et roulé avec ma mobilette. Donc en gros, ça, je le considère comme une prise de conscience de ma zone de confort, parce que juste après ça, petit à petit, j'ai pris de plus en plus conscience du fait d'être dans une zone de confort familiale, pour le coup. Et j'ai décidé à un certain moment de sortir de cette zone de confort. Sortir de la zone de confort, c'est ce que font les enfants. Les enfants sortent de la zone de confort. Sortir de la zone de confort, il y a une relation assez intime entre la sortie de la zone de confort et l'apprentissage, l'estime de soi, la réussite et même le bonheur. C'est-à-dire que le fait de sortir de cette zone de confort familiale, c'était une aventure d'une certaine manière, mais ça me permet de devenir réellement moi-même, de prendre des risques en fait et de ne pas être totalement tout le temps dans un cocon qui finalement ne nous permet pas d'apprendre. C'est surtout ça, la question de l'apprentissage. Et donc revenons-en à l'enfance. C'est quoi l'enfance? L'enfance, c'est un apprentissage permanent. Les enfants, ils foncent, hein, ils sont tout le temps en train d'apprendre. Moi, j'ai une fille de 6 ans, elle essaye plein de choses et quand elle n'y arrive pas, elle continue, elle réessaye jusqu'au moment où elle y arrive. C'est un apprentissage permanent qui est associé à la peur, parce que quand ils découvrent des choses nouvelles, eh ben, ça leur arrive très souvent, ça nous arrivait très souvent, enfants, d'avoir peur, de devoir dépasser cette peur, évidemment toujours avec un cadre qui est aussi adéquat. Hein. Si les parents permettent justement de dépasser cette peur en donnant une sécurité, donc il y a un lien quand même entre la sécurité et la sortie de la zone de confort, l'enfant arrive à se dépasser. Quand il est dans ce dépassement, il est dans l'excitation, il est dans la joie, il peut être dans la frustration s'il n'y arrive pas.
Donc, il y a tout un ensemble d'émotions, mais qui font partie intégrante de l'apprentissage. On le sait déjà depuis un certain temps avec Damasio. L'apprentissage, même cognitivement et au niveau du cerveau, est lié à l'émotion. Tous les apprentissages que nous avons sont liés à une émotion, à un état interne particulier dans lequel on était. Et l'enfant, lui, il va spontanément sortir de sa zone de confort et aller d'une zone de confort à une autre zone de confort. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est sorti de sa zone de confort, il va gagner des compétences et avoir une deuxième zone de confort. Mais il n'arrêtera pas. Tandis que l'âge adulte, c'est autre chose. L'âge adulte, et d'ailleurs c'est très bien comme ça, c'est les habitudes. Il a fallu développer des habitudes et c'est très bien. Hein. Si on devait tous les jours réapprendre à conduire une voiture ou à pédaler à vélo ou à marcher, ben évidemment, ça poserait d'énormes problèmes. Donc, on a développé petit à petit, avec tous les apprentissages qu'on a fait pendant l'enfance et l'adolescence, des habitudes inconscientes, des routines. On est dans le monde de la routine à l'âge adulte, hein, métro, boulot, dodo, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose qu'on fait au quotidien et ça fait partie de la vie adulte. Hein. Quand on travaille, ben, on a une vie relativement routinière. On parle beaucoup pour les adultes de routine matinale, de s'organiser, d'avoir un agenda bien stable. Donc, c'est aussi, normalement, l'âge adulte, c'est aussi une stabilité, une organisation. Et donc, on se rend compte qu'on sort beaucoup moins de la zone de confort quand on est à l'âge adulte. On est justement dans l'anti-zone de confort. On est dans des habitudes inconscientes, dans des routines, dans une certaine stabilité. Et ça peut aussi nous amener à apprendre moins de choses. Et donc, on va voir un petit peu comment sortir de là et surtout pourquoi. Mais d'abord, avant ça, il faut définir ce qu'est une zone de confort. D'abord, il faut quand même pouvoir se dire que nous devons garder un esprit critique parce que la question de la zone de confort, quand on regarde un petit peu scientifiquement ce que ça signifie, on se rend compte que ça se trouve énormément dans des bouquins de management, dans des bouquins de développement personnel, et qu'il y a peu, voire pas du tout, d'études scientifiques qui montrent les bénéfices concrets de sortie de la zone de confort selon la définition qui est donnée par les auteurs qui l'ont définie. Alors pourquoi je continue à utiliser ce concept néanmoins ? Parce que je me rends compte que dans tout ce que je peux lire d'autre qui n'est pas forcément lié à cette idée de zone de confort, eh bien, il y a des bénéfices à sortir d'un certain confort. L'apprentissage est tout le temps lié à un inconfort, à quelque chose qui est nouveau, à quelque chose auquel il faut s'adapter, à une nouvelle définition d'un état stable. Et ça, je pense qu'il y a des tas de recherches qui ont pu le montrer, mais pas forcément dans ces termes-là. Donc, je pense que petit à petit, si ça n'a pas encore été fait, si personne d'autre ne le fait, je vais rassembler des recherches quand même pour montrer que cette idée de la zone de confort est quand même bien étayée. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a deux définitions que j'ai reprises ici. Hein. Il y en a plusieurs autres, mais j'ai repris celle-ci parce que je pense qu'elles sont intéressantes. Donc, la première définition de White, il dit que c'est un état psychologique dans lequel une personne se sent à l'aise et dans cette zone, la personne peut garder le contrôle tout en éprouvant un faible niveau de stress et d'anxiété. Dès lors, un niveau constant de performance est possible. Donc ça, c'est la première définition sur laquelle je vais revenir juste après. Et la deuxième définition, c'est l'espace où notre incertitude, le manque et la vulnérabilité sont réduits au minimum et où nous croyons que nous aurons accès à suffisamment de nourriture, d'amour, d'estime, de talent et de temps, où nous avons le sentiment d'avoir un certain contrôle. Donc, la question de contrôle revient ici. La zone de confort, donc, ce n'est pas forcément une zone physique. Hein. Ça dépend de nous. C'est un état psychologique. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes en lien avec les situations que nous avons à l'extérieur de nous-mêmes. Donc, ça ne dépend pas forcément des circonstances externes, mais c'est quand même l'état mental dans lequel nous sommes soumis à un faible niveau de stress ou d'anxiété. C'est-à-dire que dans la zone de confort, on se sent bien, on sent aussi que nous avons le contrôle. Et tout ça, ça dépend de nous. C'est-à-dire que c'est différent d'une personne à une autre. On n'a pas tous les mêmes zones de confort et on doit tous
pouvoir identifier où sont les zones de confort. Mais dans cette zone de confort, dit la première définition, nous avons un niveau constant de performance. C'est-à-dire que là, nous sommes performants, nous savons exactement quoi faire, nous avons le contrôle et ça va. Pourquoi sortir de la zone de confort? Pourquoi se compliquer la vie? Eh bien, pour retrouver la peur, le dépassement, l'excitation, mais également la joie, la magie de la vie. C'est-à-dire que la sortie de la zone de confort, ça nous amène à des grosses émotions, mais ça nous permet de vivre intensément. Et on va voir tout à l'heure pourquoi c'est essentiel. La deuxième chose, c'est pour être de nouveau dans une posture d'apprentissage. On ne peut apprendre qu'en sortant de la zone de confort. C'est-à-dire que quand on sort de la zone de confort, nous apprenons. J'ai un exemple pour ça, c'est pour marcher, il faut se déséquilibrer. Si on reste en équilibre et bien planté sur nos deux pieds, on est très bien, mais on n'avance pas. Pour marcher, il faut oser lever un pied, se déséquilibrer et retomber sur le deuxième pied. Donc, c'est nécessaire de pouvoir sortir de la zone de confort pour avancer, pour apprendre. Et c'est encore plus important en tant qu'intervenant dans le secteur, bon, moi je suis intervenant dans le secteur psychosocio-éducatif. Je travaille avec des enfants, je suis directeur maintenant, mais j'ai été longtemps intervenant psychosocial, intervenant familial sur le terrain des jeunes, j'allais chez eux, en fait, chez les familles. Et c'est extrêmement important. Alors, la première chose, c'est pour anticiper l'objection la plus commune de nos bénéficiaires. L'objection la plus commune de nos bénéficiaires, surtout si on travaille avec des adolescents, c'est qu'on ne les comprend pas, qu'on n'est pas à leur place, et surtout qu'on leur demande de sortir de la zone de confort, alors que nous sommes confortablement installés dans notre zone de confort. C'est-à-dire que, en tant qu'intervenant, ça m'est très souvent arrivé. Je suis dans mes routines, je suis dans ce que je sais faire, et j'accompagne des jeunes qui ont énormément de difficultés, et je leur demande d'oser se mettre au boulot à l'école. Je leur demande d'oser trouver un logement alors qu'ils n'en ont pas et que c'est compliqué pour eux et qu'ils sont en famille néanmoins, mais que dans la famille, ça dysfonctionne totalement. Je leur demande d'oser le placement, vu que je travaille pour le moment dans un service résidentiel où les jeunes sont placés. Et à côté de ça, moi, je rentre chez moi tous les jours, je suis bien installé dans ma vie, etc., etc. Donc, c'est important de pouvoir nous-mêmes être dans une démarche de sortie de zone de confort pour être cohérent avec ce qu'on demande aux jeunes, à ceux qu'on accompagne. Congruent, c'est aussi pour être en accord avec moi-même, c'est-à-dire que moi, je trouve que dans une démarche éducative, on doit sortir de nos zones de confort et souvent le public avec lequel on travaille nous amène à sortir de la zone de confort. Mais la première question à se poser, c'est est-ce qu'on accepte cette sortie? Et donc, je prendrai un exemple tout à l'heure qui montre ça. Je pense qu'à partir du moment où on arrive à sortir de sa zone de confort et de montrer aux jeunes avec lesquels on travaille qu'on sort d'une zone de confort, ça développe une relation de confiance. Et du coup, ils peuvent voir quand même qu'on sait ce que c'est d'être dans un inconfort. Et donc, voyons comment sortir de cette zone de confort. Et là, justement, j'ai un exemple par rapport à ça. Donc, je travaillais, comme je vous le disais, sur le terrain, c'était à la Cité Parc à Charleroi. Donc, c'est dans une cité, des logements sociaux où j'allais voir un jeune et sa maman. Ce jeune ne démarrait pas avec nous. Il était vraiment dans un manque total de confiance par rapport à moi. Il ne voulait absolument rien faire de ce qu'on lui proposait. On lui proposait plein de possibilités, un éventail de possibilités, mais il ne rentrait dans rien. Il avait des comportements délinquants, donc c'était fort compliqué pour sa maman de gérer tout ça. Et il n'était pas du tout intéressé par le fait d'avoir un service qui vient l'ennuyer une fois ou deux fois par semaine chez lui et l'accompagner et accompagner sa maman. Donc, il ne participe pas activement aux entretiens familiaux, il ne définit pas son projet avec nous, on a défini le projet tant bien que mal avec la maman, il ne rentre pas dedans, c'est un échec.
total au bout de plusieurs semaines. Et au bout de plusieurs semaines, je vais chez lui pour justement discuter avec lui et me balader dans la rue avec lui pour être un petit peu sur son terrain, ce qu'on fait très souvent. Et en fait, en arrivant chez lui, on discute un peu avec sa maman et puis je dis maintenant, nous allons sortir, promener un peu. Et là, il se passe quelque chose. Ce jeune, avec lequel j'ai aucune relation et où j'étais en train de me dire, bon, on va aller promener, mais ça va être pénible, eh bien, il me dit, viens, j'ai un truc à te montrer. Et il m'emmène dans l'immeuble à côté de chez lui. Donc, c'est des HLM, une quinzaine d'étages. Il m'emmène dans l'immeuble à côté de chez lui. On monte au dernier étage. Il y a une porte à laquelle on peut vraisemblablement pas accéder, mais il sait comment l'ouvrir. Et donc là, je sens qu'on se retrouve dans un truc interdit par la loi. Et là, je dois me poser une question. Donc là, on est au seuil de la zone de confort. Je dois me poser une question, c'est-à-dire, est-ce que je le suis ou pas? Donc évidemment, j'ai toujours mon cadre. Donc je lui rappelle, on ne peut pas faire ce qu'on est en train de faire là. Et là, je décide de le suivre. Et je lui dis, on ne peut pas faire ce qu'on est en train de faire là, mais tu voulais me montrer quelque chose. Aujourd'hui, je fais une exception pour toi et on va y aller. Donc, on y va. Et en fait, il m'emmène sur le toit de l'immeuble. On ne peut vraiment pas être là. Et là, il commence à me raconter des choses de sa vie. La relation de confiance entre nous commence. C'est là que le travail avec ce jeune commence. Bon, si je n'étais pas allé sur ce toit, si je n'avais pas fait quelque chose d'interdit, je n'aurais pas pu avoir cette relation avec lui. En tout cas, elle n'aurait pas démarré de la sorte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Comment sortir de sa zone de confort? D'une part, c'est de l'identifier. Ce qui s'est passé dans mon exemple, c'est que j'ai l'habitude avec les jeunes de respecter la loi, c'est quand même assez important. J'ai l'habitude avec les jeunes d'avoir mon cadre. Normalement, je vais chez eux, on va se promener dans le quartier, mais je ne vais en aucun cas aller sur le toit. Donc, à un certain moment, on passe une porte où je vois bien que c'est interdit, j'identifie la sortie de ma zone de confort. Je vois que je suis en train d'en sortir. Je le manifeste aux jeunes quand même, parce que je ne vais pas totalement rentrer là-dedans sans garder un cadre sécurisant pour lui. Si j'avais été sur le toit sans lui dire OK, on y va, mais on sort du cadre, je pense que la relation de confiance n'aurait pas été la même. La deuxième chose, c'est quand on sort de la zone de confort, ben oui, on a peur. Je n'étais pas totalement à l'aise. Alors moi, je suis à l'aise sur les toits. Je fais par exemple un sport qui s'appelle le parcours, donc je suis à l'aise sur les hauteurs. Je ne suis pas à l'aise de sortir de ma zone de confort et de pouvoir être embêté par la police ou par ma direction parce que je suis allé sur le toit avec un jeune. Je pouvais expliquer à ma direction ce que j'ai voulu faire, mais ce n'était pas sûr que ma direction soit OK avec ce que j'étais en train de faire. Donc, je prenais un risque. J'avais un peu peur quand même de plusieurs choses. Et en même temps, en sortant de là, j'apprends. C'est-à-dire que je vois où sont mes peurs habituelles. Donc, je comprends, je me connaissais déjà bien à ce moment-là, que mes peurs sont en général liées à la peur du gendarme, que la peur du gendarme, ce n'est pas tout à fait reconnu dans le milieu de ce jeune-là. Et donc, justement, ça peut amener des difficultés d'accompagnement. Et voilà, donc j'apprends des choses sur moi-même, sur ce qui est en train de se passer. J'ai appris beaucoup de choses sur ce jeune. Donc, en fait, si on prend le schéma qui vient à la dia suivante. J'étais dans ma zone de confort avec ce jeune, dans une stagnation. Le jeune s'ennuyait avec moi. Si j'arrive à la limite de la zone grise, de la zone de confort, il y a toujours à ce moment-là des peurs qui interviennent. Il y a un blocage. Il y a quelque chose de l'ordre d'une limite presque physique, parce que quand on dépasse cette limite, on le sent. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et puis après, quand on dépasse cette limite, on est dans une zone d'apprentissage. Alors, il faut bien se dire que la zone d'apprentissage, ce n'est pas des peurs trop intenses. On est dans un stress supportable quand même. On est dans une découverte. Ça fait peur, mais on peut quand même y arriver. Et on vit des expériences qui nous font apprendre des choses et qui développent la confiance en nous-mêmes. On ne peut pas repousser la limite de notre zone de confort en permanence. Mais par contre, ce qu'on fait en faisant ça, c'est élargir notre zone de confort. C'est-à-dire que par la suite, on est beaucoup plus confortable dans les expériences comme celles que nous venons de vivre. Alors évidemment, pas confortable, c'est pas que maintenant je vais tous les jours sur le toit avec des jeunes. C'est interdit de faire ça. Mais on est quand même confortable. Je suis beaucoup plus confortable à la suite de cette expérience-là et d'autres, parce qu'il m'en a fallu d'autres,
pour sortir de mon cadre. Et je pense que sortir du cadre avec les jeunes, c'est important, c'est intéressant. C'est sortir d'un certain confort et en même temps, on apprend des choses et on apprend à connaître ce jeune. Donc, je vous disais que je faisais du parcours. Je ne sais pas si vous connaissez le parcours, hein, les yamakasi, sauter d'un immeuble à un autre, faire des figures, passer au-dessus d'un mur, toutes des choses telles que celle-là. J'aime bien cet exemple-là aussi parce que ce sont des cascadeurs. Ils sautent d'un immeuble à un autre, ils sautent d'un mur de 6 mètres, 7 mètres, un petit muret comme ça, et ils atterrissent sur un autre petit muret qui ne fait pas plus de 30 cm pieds joints. Donc, ils pourraient se casser la figure et se faire très mal. C'est très impressionnant. Mais en même temps, il faut bien se dire, et c'est ça qui est très ennuyeux dans l'apprentissage du parcours, c'est qu'ils ont commencé d'un trottoir à un autre, c'est-à-dire à 5 cm du sol, à 10 cm du sol, à faire ce qu'ils sont en train de faire là. Et quand ils l'ont fait 1000 fois, ce passage d'un trottoir à un autre, à 10 cm du sol, eh bien, ils peuvent sauter d'un muret qui est à la même dimension que la bordure de trottoir, mais il est à 10 mètres. C'est-à-dire qu'ils élargissent leur zone de confort. C'est-à-dire que la zone de confort, elle est claire. Ils ont fait 1000 fois le saut qui fait 3 mètres entre les deux obstacles. Ils peuvent le faire 3 mètres, que ce soit à 10 mètres du sol ou que ce soit entre deux toits qui font la même distance au 12e étage d'un immeuble. Et ça, je trouve que c'est parlant. C'est-à-dire que notre zone de confort, on ne doit pas toujours la repousser et se mettre dans des situations compliquées. C'est important de voir qu'elle s'élargit, cette zone de confort. Donc, comment sortir de la zone de confort? D'abord, le faire consciemment. Concentrons-nous sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Sortir de la zone de confort, c'est on le fait de manière volontaire ou non. Mais plus c'est volontaire, plus nous sommes attentifs à ce que nous faisons en sortant de notre zone de confort, plus on apprend sur nos peurs et nos blocages. On les voit. Ça nous donne une indication sur c'est quoi ce mur de notre zone de confort et comment on peut en sortir. C'est la première étape du chemin pour sortir de la zone du confort, c'est identifier les peurs et ce qui nous bloque pour apprendre. Ça demande de la conscience. Et je pense que dans l'accompagnement avec des personnes, ça nous arrive très souvent parce que les personnes, elles nous emmènent à des endroits qu'on n'a pas envie de voir. J'imagine que vous avez déjà entendu parler du contre-transfert ou de la résonance. Les personnes avec lesquelles on travaille, elles nous amènent à des moments, dans des émotions, dans des pensées, dans des endroits, comme sur ce toit, dans lesquels on n'a pas envie d'être. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas d'être là, c'est d'identifier c'est quoi ce manque d'envie, c'est quoi cette peur, pourquoi on n'a pas envie d'être là, qu'est-ce qui bloque. C'est pour ça que c'est intéressant de sortir volontairement de la zone de confort. Sinon, les peurs et les blocages, ils restent inconscients. En sortant consciemment de la zone de confort, on peut voir les peurs, on peut voir les blocages se développer, on peut les accepter, on peut les dépasser consciemment. Et j'aime bien pour ça, Marie-Ange disait que j'étais influencé par la psychanalyse tout à l'heure. Oui, la psychanalyse jungienne m'a énormément influencé. Et d'ailleurs, il y a 3 temps que Elie Imbert décrit dans son petit ouvrage qui s'appelle Jung, laisser advenir, considérer et confronter. En fait, c'est 3 temps qu'il utilise pour faire une observation de lui-même. En fait, Jung a commencé par une observation de lui-même. Et en fait, quand il y a des choses qui arrivent en nous, comme les peurs qui viennent de la sortie de la zone de confort, souvent, on est amené à les réprimer. J'ai peur, je vais essayer de réprimer ma peur. Mais l'idée de Jung, c'est justement de laisser venir cette peur. Elle est là, elle est installée. Mais la peur, c'est aussi un message. Et donc, quand ce message arrive, on le laisse s'installer, comme ça on voit bien de quoi il s'agit. On va le considérer. Il va y avoir un moment de détachement, de prise de conscience, et on va regarder, sans juger, ce qui est en train de se passer. C'est quoi cette peur? C'est quoi ce blocage qui arrive? Et puis, on va seulement se confronter à ça. C'est-à-dire, maintenant, je l'ai bien compris et je vais consciemment essayer de passer au-dessus. C'est ça, la sortie de la zone de confort. Donc, on peut laisser advenir cette peur, la laisser prendre place sans aucun jugement. Ensuite, la considérer, c'est-à-dire la regarder, être conscient et ne pas juger. Et puis, me confronter avec. Mais comment se confronter? Je pense qu'il faut d'abord être conscient de nos forces. Et là, je vais vous proposer un exercice, c'est prendre une feuille de papier ou votre tablette ou un ordinateur, vous faites 2 colonnes et l'idée, c'est de réfléchir 5 minutes sur, en général,
quand on m'amène en sortie de zone de confort, quelles sont mes peurs? Quelles sont les peurs que j'ai le plus souvent? Quelles sont les peurs qui m'empêchent parfois de faire quelque chose? Dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, quelles seraient les peurs qui m'empêcheraient de suivre un bénéficiaire jusqu'à un toit, jusqu'à sortir de mon bureau? Parce que d'habitude, j'ai pas. Ça m'est déjà arrivé avec un autre jeune. Hein, je travaille dans une institution, j'étais jeune intervenant dans une institution, on était censé travailler avec les jeunes dans le bureau, et puis j'ai un jeune qui me dit « Allez, viens, on sort ». Les peurs que des sorties de zone de confort comme ça pourraient amener, vous mettez ça dans la colonne de droite, et dans la colonne de gauche, vous notez quelles sont les forces que vous avez, les ressources que vous avez le plus souvent, et qui peuvent vous amener à pouvoir combattre ces peurs. Donc, vous avez deux colonnes, et vous faites un inventaire de ressources à gauche et de peurs à droite. Et ensuite, mais ça, vous pourrez le faire à tout moment, vous pouvez continuer à utiliser cette liste par après, vous faites des liens entre les forces et certaines des peurs. Vous prenez par exemple une force et vous dites avec celle-là, je vais pouvoir travailler sur cette peur. Donc par exemple, dans l'exemple que j'ai donné, sortir de mon bureau, ça m'amène la peur du gendarme, qui était assez forte chez moi à cette époque-là, c'est-à-dire mon responsable va me voir, ça va être terrible. Et en même temps, quelle est la force qui m'a amené à pouvoir dépasser cette peur? C'est la curiosité. Parce que la curiosité me donne tellement d'intérêt pour ce que le jeune a envie de me montrer en sortant que ça dépasse la peur du gendarme. Et donc, je peux utiliser la curiosité pour combattre ma peur du gendarme. Ça, d'office. Et ça, je peux l'utiliser dans des tas d'autres choses. Alors, je vais vous laisser maintenant quelques minutes pour faire ça. Voilà. Ça peut prendre du temps, cet exercice. Hein. Ça peut prendre 3-4 jours. Avec une liste telle que celle-là, vous pouvez continuer à travailler par la suite. Et cette démarche, en fait, elle nous permet de voir où est le mur entre la zone de confort et la zone d'apprentissage, de pouvoir justement observer qu'est-ce qui peut arriver en nous qui nous empêche de sortir de la zone de confort, et surtout mettre en place des objectifs qui sont liés à ce dont nous avons réellement besoin. À partir du moment où nous identifions les peurs que nous avons, nous identifions les blocages que nous avons, et ça, on peut faire un journal en fin de journée en se disant « Tiens, qu'est-ce que j'ai rencontré aujourd'hui qui m'empêchait de faire ce que j'avais envie de réaliser mes objectifs ?» On élargit à chaque fois un peu notre zone de confort. Et d'autres zones d'apprentissage, et on peut reformuler à chaque fois des nouveaux objectifs et ainsi de suite, découvrir à chaque fois des nouveaux territoires. Il y a quand même la zone de panique, la zone de danger, dont il faut parler également. Il faut savoir qu'effectivement, on a une zone d'apprentissage, mais à certains moments, on a une sortie de zone de confort qui va trop loin. On appelle ça la zone de panique. C'est-à-dire que là, le stress n'est plus gérable. Les différents éléments, les différentes émotions sont trop fortes et ne sont plus gérables. Et ça amène une productivité minimum. Dans la zone de confort, on est productif. On a des émotions qui sont un peu un carburant, un moteur d'apprentissage, et c'est suffisamment supportable pour pouvoir apprendre. Tandis que dans la zone de danger, la zone de panique, on est en panique totale, on n'arrive plus à gérer les émotions, la productivité diminue et on acquiert des positions stéréotypées. Donc, c'est toutes les positions face à des situations de grand danger. Hein. Donc, la fuite, l'arrêt, le figement, le sentiment d'impuissance, le stress maximum, la colère, ce sont toutes des émotions qui sont créées par des situations nous considérons comme des situations dangereuses. Alors, pas de panique, justement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la zone de panique va reculer au fur et à mesure que notre zone de confort grandit. Et la zone de panique n'est pas toujours quelque chose qui empêche l'apprentissage. Parfois, dans la zone de panique, certains théoriciens de la zone de confort disent que c'est aussi la zone dans laquelle la magie peut apparaître, c'est-à-dire que quand vous regardez des gens qui vont à Koh Lanta ou qui font des expériences de survivalisme ou des choses telles que celles-là, ils sont dans des zones de panique et ils apprennent néanmoins. C'est-à-dire qu'ils vont petit à petit arriver dans des zones de panique et
il y a des moments où ils vont totalement se dépasser, totalement changer d'état. Mais c'est quand même difficile. Et je vais quand même vous donner une petite boîte à outils à utiliser en zone de danger, parce que ça peut arriver qu'on soit en zone de danger. Et pour nous, intervenants, la zone de danger, ça peut être un stress trop intense, même au boulot. Hein. Ce n'est pas forcément quelque chose où on va mourir, mais c'est des moments où il y a trop de travail, où c'est très compliqué, où les situations des personnes que nous accompagnons nous touchent trop, toutes des choses telles que celle-là. Et donc, sur la dia suivante, je vous montre qu'est-ce qu'on peut faire avec une zone de danger. Et là, je pense qu'il faut appliquer ce que les secouristes, les pompiers, les policiers utilisent en zone de danger. C'est-à-dire les gens qui sont habitués à être en zone de danger. Et donc, quand on est dans une zone de danger, la première chose, c'est de tenter de revenir à une démarche rationnelle. Il y a des protocoles dans les zones de danger. Pourquoi les ambulanciers, pourquoi les pompiers, les policiers ont des protocoles extrêmement stricts? Parce que quand on est en zone de danger, l'émotion est tellement forte qu'on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas penser, c'est compliqué. Donc, il faut saucissonner. Et donc, se dire, tiens, je suis dans un moment très, très, très difficile, mais quelle est la première petite chose que je peux faire, le premier petit pas que je peux faire en direction d'un mieux? Et donc, on saucissonne. Parce que si on est face à un truc à faire dans une zone de danger, ça nous paraît être une montagne, mais grimper une montagne, ça commence par faire un premier pas, puis ça commence par passer par un petit sentier, puis on arrive à une falaise, mais aller sur une falaise, ça commence par grimper un petit peu d'un côté où il y a des bonnes prises, et puis d'un autre côté, trouver d'autres prises, et puis arriver au-dessus. Et puis on va passer par un chemin qui est escarpé. Donc, c'est saucissonner permet d'avoir une démarche rationnelle sur des petites tâches qui nous font beaucoup moins peur que les grosses tâches. Être bien conscient de nos forces, se rappeler du tableau qu'on a fait tout à l'heure. Observer et accepter qu'on ne pourra pas tout faire. Parce que souvent, on a tendance à mettre notre cape de Superman dans ces moments-là, ou notre costume de Wonder Woman, et en général, on échoue dans un truc comme celui-là, parce que c'est au-dessus de nos forces, c'est trop grand. Donc, accepter qu'on ne pourra pas tout faire. Et en général, comme ça, on arrive à revenir dans une zone d'apprentissage et peut-être même dans une zone de confort. Transformer la zone de panique en zone d'apprentissage. Donc, vous voyez qu'on fait reculer de nouveau la question de la zone de panique. Donc, en conclusion, rappelons-nous, hein, sortir d'une zone de confort en tant qu'intervenant, en tant que personne qui travaillons avec des bénéficiaires, que ce soit des jeunes, que ce soit des personnes handicapées, que ce soit n'importe quel bénéficiaire, le fait de nous-mêmes sortir de notre zone de confort, ça crée une relation de confiance avec nos bénéficiaires. Ça leur permet d'eux-mêmes sortir de leur zone de confort. Ça nous permet à nous de reconnaître nos peurs et nos blocages, de fixer nos objectifs, de les dépasser. Ça nous permet de conscientiser nos forces. Mais je rappelle surtout qu'en tant qu'intervenant, ça nous permet d'être un genre de point de repère pour le bénéficiaire qui peut se rendre compte que nous aussi, on sort de notre zone de confort, que ce n'est pas totalement impossible et qu'il peut donc rentrer dans un travail. Comment le faire ? Toujours en conclusion, c'est le faire consciemment. Ça nous permet d'obtenir de l'information sur nos peurs et nos blocages. Ça nous permet de les accepter, de les dépasser. Et la zone de confort s'élargit. On peut retourner dans notre zone de confort. Hein. Je termine aussi par ça. C'est important de pouvoir retourner dans nos zones de confort par moment parce qu'on y apprend, on y reprend des forces. Et puis, on peut ressortir dans la zone d'apprentissage. Et nos forces sont donc à chaque fois plus importantes. Et ça nous donne à chaque fois plus de force pour pouvoir accompagner les autres. Et les autres peuvent voir ça. Ils ne nous voient plus comme quelqu'un de totalement enfermé dans ses habitudes et enfermé dans sa zone de confort qui lui demande de sortir de cette zone de confort, mais quelqu'un qui est dynamique, qui sort régulièrement de sa zone de confort, qui peut donc donner de l'information sur comment faire et qui peut déjà donner cette première information. C'est possible de pouvoir sortir de la zone de confort et de pouvoir y arriver. Je vous remercie. Voilà, ben nous aussi, on vous remercie beaucoup pour cet exposé. Alors...